Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve pour Accès Direct, votre rendez-vous quotidien en direct à la télé, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, comme chaque soir, n'hésitez pas à réagir, à questionner, voire à commenter la prestation de nos invités. Tout ça, c'est grâce au hashtag Accès Direct, direction les réseaux sociaux. Et au sommaire, ce soir, nous parlerons d'une initiative originale qui a pour but de venir en aide aux femmes traumatisées par leur accouchement via les nouvelles technologies et même via la réalité virtuelle. Nous en reparlerons d'ici quelques minutes. Puis envie de vacances, mais vous ne vous sentez pas pour autant de partir seul, pas de souci, Copine de voyage est faite pour vous. Nous accueillerons l'une de ses créatrices et dans quelques minutes. Et enfin, qui dit saison estivale, dit saison des festivals. Et ce soir, nous accueillerons le directeur de Montjoux Festival. Ça commence jeudi, c'est entre le château de Répaille et le lac Léman dans un cadre exceptionnel. Nous en reviendrons en fin d'émission. Puis, comme tous les soirs, on commence avec les titres du JT. Et ma chère Olivia, bonsoir. Bonsoir mon cher Manu. Et avec toi, on va parler environnement. Tiens, quelle surprise. Encore une fois. Dis donc. Alors, hier était présenté à Annecy par Éric Fournier le plan environnement. Donc, le mot d'ordre est la transition énergétique. Et donc, c'est Andrea Lupianez et Albin Mouton qui s'y sont rendus et ils nous en diront plus. Tu as super bien appris ta leçon en tout cas. Et puis, un autre sujet qui te tient à cœur, je crois, direction Albertville et voir les commerçants qui ne sont pas contents. Exactement, ils sont même très inquiets puisque, comme on peut le voir sur ces images, la rue République, donc la rue principale commerçante d'Albertville, est en travaux pour plus d'1 an, il faut le dire. Et chez les commerçants, ça commence un peu à tirer, hein. Les clients sont de plus en plus rares, donc on allait en rencontrer ce matin. Gros manque à gagner du côté Exactement. de la cité d'Albertville, on y reviendra justement. Pendant que tu es là, on enchaîne avec les titres, un peu comme d'habitude. Et oui, je sais, il faut casser les codes, mais bon, moi, voilà. La revue de presse, pardon, merci Camille en régie, qui est notre oreille, notre troisième œil, et qui me rappelle toujours à l'ordre. Et ce soir, avec toi, Olivier, on va parler d'Annemasse, et qui a un petit cran de retard pour le coup. Exactement, ce sont les journalistes du Messager qui nous le rappellent. Alors, ils ont enquêté, hein, ils ont découvert que la ville d'Annemasse s'était dotée d'un compte Snapchat. Alors tu sais, c'est ce compte avec lequel on peut envoyer des photos. Des oreilles de chien sur la tête. Exactement, alors ça c'est la spécialité de Camille. Sinon, on peut envoyer des photos donc éphémères de 1 à 10 secondes ou même des messages qui s'effacent au bout de quelques secondes. Alors c'est avec beaucoup de compassion que nos confrères du Messager se sont moqués de cette nouveauté qui n'en est finalement pas une puisque l'application a été sortie en 2011 tout de même. Donc Annemasse a un tout petit cran de retard. Et il rappelle aussi que du coup, ça a été remplacé par Instagram, hein, une autre application de photos. N'empêche que ceux qui veulent vivre l'expérience numérique avec Annemasse peuvent suivre le compte en ajoutant le compte Ville Annemasse. Et puis une autre initiative un peu moins joyeuse, celle-là du côté de Genève, et un préavis de grève, c'est pas souvent du côté suisse. Exact, un préavis de grève de la part des contrôleurs aériens. C'est Sky Control, alors c'est le syndicat majoritaire des contrôleurs aériens de Skyguide qui a déposé en fait ce mardi un préavis de grève qui est reconductible dès le 23 juillet. Parmi les aéroports concernés, celui de Genève. Alors le 23 juillet, la grève durera de 6h à 10h. Puis ça ira crescendo les jours suivants. Ça représente quand même près de 50 vols concernés chaque jour, ce qui est quand même assez énorme. Qui plus est en période de vacances. Je pense que ça va en embêter plus un. Et en fait, les employés dénoncent la convention collective de travail qu'ils rejettent, qui est proposée par l'employeur. Et du côté de la direction de Genève Aéroport, justement, on déplore ce préavis de grève. Le directeur juge cette grève de prise d'otage. Donc, affaire à suivre par rapport à cette grève. Heureusement qu'ils ne sont pas côté français, hein, parce que sinon, prise d'otage, ils vont savoir ce que ça veut dire vraiment. On est d'accord. Et avec toi, Manu, on parle de l'ours. Bah oui, une découverte intéressante. C'est dans le Valais suisse, hein, à mi-chemin entre la ville de Sion et la station des Diablerets, qu'on connaît bien ici à Huit-Mont-Blanc. Des traces d'ours ont été repérées. Alors c'est une randonneuse qui a aperçu les fameuses traces, qui a tout de suite contacté l'association pour l'écologie des carnivores et la gestion de la faune sauvage. Ce lundi, un garde-faune, a vérifié l'information et confirmé qu'il s'agissait bien d'un ours. Alors il s'agit vraisemblablement du même animal, du même plantigrade pour les experts, que celui qui avait déjà été aperçu aux alentours de la ville de Berne le 4 juillet dernier. Donc c'est un ours randonneur, hein, qui se balade en Suisse. Alors du coup, forcément, les instances de la faune sauvage ont pris le dossier vraiment à bras-le-corps. Quelques habitants de Berne, justement, ont aidé à localiser l'ours et pour, dans les prochaines semaines, faire un suivi vraiment en détail, savoir où il est, savoir s'il est bagué, d'où il vient,
pour savoir comment un ours peut se retrouver comme ça en plein milieu de Suisse sans qu'on sache pourquoi, tout simplement. C'est improbable. C'est improbable, mais ça m'a bien fait rire. Donc. Et puis après l'ours, le papillon. Oui, je suis très nature aujourd'hui. Hein, mais bon, là c'est un peu plus sérieux et un peu moins joyeux. Puisque selon la direction régionale de l'environnement, le constat est alarmant. Sur les 150 espèces de papillons de jour qu'abrite le département de l'Ain, 17 sont menacées d'extinction aujourd'hui. Au niveau régional, c'est presque un quart des espèces qui sont sur la liste rouge des espèces très menacées d'extinction. En cause, l'usage des pesticides, bien sûr, on n'en parle jamais assez, mais aussi l'abandon de certaines parcelles qui étaient jusqu'à maintenant cultivées, qui sont aujourd'hui abandonnées et donc qui se reboisent petit à petit. C'est une transformation de l'environnement que l'insecte malheureusement déplore parce qu'il ne peut pas s'adapter assez vite. Pour rappel, les papillons jouent un rôle clé dans l'équilibre de la nature et pour l'instant, aucune vraie espèce n'a disparu, mais celle en danger critique pourrait s'éteindre sous peu. Un plan national en faveur des papillons menacés devrait voir le jour d'ici début 2019. Il concerne les 38 espèces de papillons les plus menacées en France. On aura l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai que... Ça fait peur. Ça fait peur, exactement. Merci beaucoup Olivia. Merci. On se revoit en fin d'émission, ou peut-être d'au JT si on n'a pas le temps. Enfin, on verra bien. C'est l'histoire de notre vie avec Accès Direct. On ne sait jamais trop où on en est. Et tout de suite, j'accueille Madame Anne Denis, notre invitée du jour. Anne Denis, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Bienvenue ici. Vous êtes maître de conférence en psychopathologie clinique à l'Université Savoie-Mont-Blanc. C'est un titre qui en impose, mais avec vous, on va parler de quelque chose qui est quand même beaucoup plus simple. C'est les femmes qui sont traumatisées par leur accouchement. Alors, concrètement, question bête et méchante, est-ce que ça concerne beaucoup de personnes sur le territoire? Beaucoup plus qu'on imagine. On a à peu près 800 000 naissances vivantes par an en France et environ 5% des femmes vont développer ce qu'on appelle un trouble de stress post-traumatique consécutif à leur accouchement. Donc une véritable pathologie du traumatisme, ce qui représente approximativement 40 000 femmes chaque année. Alors c'est justement un mal, j'ai envie de dire, trop peu connu. Aujourd'hui, vous proposez un projet, le projet Accousen, qui vient en aide à ces personnes via justement l'aide de la réalité virtuelle, via les nouvelles technologies. Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer concrètement? C'est exactement ça. Donc aujourd'hui, avec Accousen, on propose un outil complémentaire, on va dire, à la thérapie pour prendre en charge de manière un peu plus spécifique ces femmes. Très concrètement, ça veut dire qu'une femme qui serait traumatisée par son accouchement va bénéficier d'une thérapie classique, les premières séances, puis au bout d'un moment, on va lui proposer de faire des séances de réalité virtuelle et au sein de ces séances, on va lui proposer très concrètement de mettre un casque de réalité virtuelle. Elle va se retrouver immergée dans le corps d'une femme enceinte. Bien évidemment, elle ne va pas revivre l'accouchement, c'est impossible, ça n'a pas de sens, mais elle va être immergée donc, dans le corps d'une femme enceinte, elle va être plongée virtuellement dans une salle d'accouchement et le thérapeute qui est à côté d'elle va pouvoir intervenir dans l'environnement en faisant intervenir différents avatars, divers bruits, va pouvoir en fait graduer l'environnement de manière anxiogène, de manière à s'adapter et à recréer ce qu'a craint la femme au moment de son accouchement et à pouvoir lui montrer qu'elle est capable de faire face à cette anxiété, à ces symptômes anxieux, qu'elle peut les maîtriser et qu'elle peut traverser cette expérience. Aujourd'hui, c'est des femmes qui justement sont en syndrome post-traumatique qui viennent vous voir ou c'est vous qui essayez de démarcher en fonction des différentes spécialités, des rendez-vous chez le médecin, etc. Non, alors disons, ce sont les femmes qui viennent nous voir. Alors j'explique un petit peu peut-être la genèse du projet pour répondre à cette question. Moi, je suis donc maître de conférence en psychopathologie et psychologue au sein de l'unité de consultation de l'université. Dans ce cadre-là, je suis spécialisée en périnatalité et je reçois des patientes qui sont traumatisées ou en tous les cas qui ont à faire face à des problématiques compliquées en période périnatale. Et c'est en les prenant en charge que je me suis rendu compte qu'il manquait d'un outil spécifique et qu'on a décidé de créer Accousen. Donc dans cette démarche-là, pour le moment, ce sont les femmes qui viennent nous voir et puis on est en train de développer le produit, de l'améliorer et c'est en vue de création d'une start-up au sein de 19 mois normalement pour une diffusion large et cette fois le diffuser à l'ensemble des professionnels de la périnatalité. Vous avez commencé un peu certains diagnostics justement avec plusieurs femmes, j'imagine. Qu'est-ce qui, alors sans vouloir faire de généralité, mais qu'est-ce qui cause ce traumatisme généralement? Alors au-delà du traumatisme physique que peut être l'accouchement, je peux le concevoir en tant qu'homme, le traumatisme psychologique, il vient d'où généralement? Alors il y a eu plusieurs études, c'est un thème...
on va dire, relativement récent dans la littérature, mais pour lequel il y a eu plusieurs études qui ont essayé d'identifier justement les facteurs de risque, les critères de vulnérabilité. Donc effectivement, tout ce qui va être accouchement plus compliqué, médicalisé, va être un facteur de vulnérabilité, mais on se rend compte que ce n'est pas un facteur de cause à effet direct. Ce n'est pas parce que vous avez une césarienne d'urgence, par exemple, que nécessairement vous allez développer un trouble de stress post-traumatique. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un caractère extrêmement aggravant que vous allez développer ça. Les études tendent maintenant à penser que c'est plus une histoire de décalage entre la représentation que la femme s'est fait de l'événement et puis la réalité de l'événement qui va créer potentiellement une vulnérabilité forte à développer un trouble de stress post-traumatique. Et justement, ça se soigne bien grâce à la réalité virtuelle? En tous les cas, l'idée avec la réalité virtuelle, en tant que psychologue, on a toujours du mal à répondre à cette question. On ne répond jamais par « ça se soigne bien ». C'est comme le patient qui vient et qui dit « vous êtes sûr que vous allez pouvoir faire quelque chose ?» Non, on ne répond jamais à ça, on ne sait pas. En tous les cas, ce que l'on sait, c'est qu'avec la réalité virtuelle et le logiciel, pour le moment, on a de fortes raisons de penser que le soin est plus rapide, plus spécifique et plus adapté à la problématique spécifique de la patiente. Aujourd'hui, vous le disiez, vous êtes en cours d'élaboration d'une start-up. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir ce procédé adapté aux quatre coins de France d'ici les prochains mois ou les prochaines années? C'est l'idée, c'est l'idée. C'est un projet dont la maturation est financée et soutenue par une société d'accélération de transfert de technologie, donc par Linxium à Grenoble, et qui est soutenue par l'Université Savoie-Mont-Blanc aussi. Donc l'idée, c'est véritablement de diffuser au plus grand nombre, aux quatre coins de la France, et peut-être même un peu plus loin, donc le produit pour qu'il serve au plus grand nombre. Ces femmes qui viennent vous voir justement quand vous les isolez un petit peu de la réalité avec le casque, avec les manettes en main, pour qu'elles se mettent vraiment dans la peau de ce personnage, c'est quoi ce qu'elles ressentent en premier? Elles se sentent stressées, elles se replongent dans leur propre situation? Exactement. Dans un premier temps, quand on leur propose la participation, donc en tous les cas l'exposition à la réalité virtuelle, dans un premier temps, elles ont une réaction un peu curieuse en disant que, après tout, pourquoi pas, c'est pas réel et qu'elles vont pas véritablement ressentir la même réactivation émotionnelle qu'elles ont vécue lors de cet événement. Et la plupart du temps, ce qu'elles nous répondent, c'est qu'elles sont surprises de s'être immergées à ce point dans la situation et effectivement, elles revivent une partie des émotions qu'elles ont pu vivre à cet instant-là et puis elles revivent les symptômes anxieux, la montée d'anxiété et puis tout ce qui est symptômes physiologiques associés à cette anxiété. Comment on peut vous joindre si, par exemple, il y a des téléspectatrices qui nous regardent aujourd'hui, qui veulent, elles aussi, se prêter au jeu? Alors, pour me joindre, le plus facile, c'est mon adresse universitaire. On trouve, de toute façon, Akuzen est bien référencé sur Internet, mais surtout sur le site universitaire de l'Université Savoie-Mont-Blanc, donc via mon mail universitaire. Tout simplement. Tout simplement. Voilà, le mail et le message est donc passé. Merci beaucoup Anne-Denis d'avoir été avec nous sur ce plateau et bon courage pour la suite dans tous vos projets. Merci beaucoup. Je vous laisse repartir direction la régie. Oui. Le temps d'inviter, pour moi, au revoir, d'inviter notre invité, on en parle. Alix Gauthier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors vous venez nous parler d'une superbe initiative qui s'appelle Copines de voyage, alors qu'aujourd'hui qui est un site internet, un projet qui n'est presque plus à présenter, vu la communauté qu'elle dégage, je disais à peu près 140 000 personnes. Plus 400 000 membres 400 000 maintenant personnes. Alors mes infos datent un petit peu, je suis navré. Ça va très vite. Vous me disiez, vous avez créé ceci il y a à peu près 3 ans. Exactement. Et en 3 ans, 400 000 personnes, c'est un développement énormissime. Est-ce que vous vous imaginiez à la base, avant de revenir sur le principe de ce site, est-ce que vous vous imaginiez la flambée, l'essor que ça pouvait prendre ? En fait, on pouvait le deviner au vu des premiers retours qu'on a eus quand on a présenté le concept ou l'idée. En fait, pour revenir sur le besoin initial, on s'était aperçu qu'il y avait beaucoup de femmes qui renonçaient à voyager, en particulier quand elles ne trouvaient pas de proches avec qui partir. Parce qu'il y avait des phases de la vie dans lesquelles les amis, les copines sont mariées, en couple, les enfants sont plus dispo pour partir avec soi. Et donc, du coup, il y avait beaucoup de femmes qui n'osaient pas se lancer seules dans un voyage, donc prendre leur sac à dos et puis barouder.
Et puis quand elles rejoignaient des groupes traditionnels dans des agences de voyage, elles nous disaient se sentir un peu isolées au milieu de groupes qui sont souvent constitués de couples ou de groupes d'amis. Donc l'idée, c'était de dire, on va essayer de les mettre ensemble. Elles partagent un même besoin, une même envie de voyager, au travers d'un site qu'on a vraiment conçu comme un mix entre un réseau social et une agence de voyage. Donc c'est vraiment la particularité de Copines de voyage, c'est de pouvoir échanger en amont d'un voyage avec les personnes avec qui on va partir in fine. Aujourd'hui, sur le site, on peut trouver plusieurs centaines de voyages, plusieurs centaines de destinations, et certaines alors qui font rêver, qui en font rêver plus d'une, puisque je regardais sur le site avec près d'une centaine de personnes qui sont intéressées par un site ou un autre. Comment on arrive à mettre en commun finalement des gens qui n'ont pas forcément de points, d'atomes crochus les uns vers les autres pour partir en vacances ensemble, qui plus est à l'autre bout du monde, c'est quand même un sacré challenge. Oui, alors l'idée en fait, c'est que chaque jour aujourd'hui sur Copines de voyage, on met en ligne de nouvelles offres de voyage qui sont construites avec des partenaires sur place, donc des agences de voyage locales qui sont basées dans les pays de destination. On va avoir en fait des membres, les membres de notre site qui vont recevoir des notifications sur la publication de ces nouvelles offres et puis rentrer sur le site et pouvoir échanger avec toutes les personnes intéressées par le séjour. Donc elles vont pouvoir dialoguer sur les pages de discussion de notre site et si elles ont des atomes crochus, s'il y a un bon feeling au sein du groupe, elles vont réserver sur le site. En fait, il faut savoir qu'un voyage n'est confirmé que quand il atteint un minimum de 4 participants, puisque c'est le minimum pour pouvoir faire un groupe de copines de voyage, et va être limité en général à 10-12 personnes, parce que l'idée, c'était vraiment de garder cette notion de petit groupe, comme si on avait eu un groupe de copines avec qui on allait partir. D'où les tailles limitées de groupe, parce que c'est ce qui fait que l'ambiance va être sympa et qu'on va pouvoir trouver des atomes crochus avec les personnes dans le groupe. J'imagine que si vous proposez une destination ou une autre, c'est qu'il y a des petits accords en amont et que vous pouvez proposer des prix plus intéressants. Oui, puis l'idée, c'est qu'en fait, si une femme part toute seule, elle va souvent du coup réserver sa propre chambre d'hôtel, elle va partir faire son propre circuit, prendre son guide. Et du coup, ces coûts-là, quand vous réservez sur Copines Voyage, vous allez pouvoir les mutualiser puisque du coup, ils vont être partagés par un groupe, puisque vous avez la possibilité de partager votre chambre, ce qui fait que du coup, le coût pour partir au sein d'un groupe comme ça est quand même bien moindre que de partir tout seul. À la base, c'était vraiment exclusivement réservé à un public féminin. Aujourd'hui, c'est plus le cas, il me semble. Alors, Copines de voyage reste 100% féminin. Ce sont que des femmes qui voyagent avec ce site-là. Par contre, quand on a lancé Copines de voyage, on s'est aperçu qu'en fait, ça faisait écho à une génération et nos voyageuses sont, on va dire, à 80% des trentenaires. Et on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose de générationnel dans le concept qu'on avait mis en place. Et donc, on s'est dit pourquoi pas trouver un autre moyen de le proposer également aux hommes. Donc on a lancé un deuxième site qui s'appelle Petit Trip entre amis et qui du coup là est ouvert aux femmes et aux hommes, donc plutôt sur une génération des trentenaires. Et alors à terme, les objectifs, maintenant il y a vraiment un objectif chiffré de nombre de membres, de nombre d'adhérents, ou on regarde comment ça évolue au jour le jour? Non, en fait, notre aventure, on l'a construite au jour le jour et au fur et à mesure. Pour répondre à votre question initiale, je pense qu'on n'anticipait pas la rapidité avec laquelle on allait pouvoir se développer, l'enthousiasme de nos membres sur le concept. Et donc, du coup, on a envie de vivre cette aventure au jour le jour, de proposer toujours de plus beaux voyages, de renforcer la qualité et la satisfaction de nos voyageuses. Notre plus grande satisfaction, en fait, c'est le nombre de voyageuses qui reviennent avec nous, puisqu'en fait, chaque mois, on a à peu près 30% des voyageuses qui sont des gens qui ont déjà voyagé avec nous et qui reviennent sur nos groupes. Et ça, c'est vraiment un facteur qui fait beaucoup la fierté de toute l'équipe de la société. J'imagine qu'à la base, vous avez un peu la fibre baroudeuse pour vous être lancé là-dedans. Vous servez de votre expérience personnelle justement dans ce projet? Oui, il y a eu un facteur déclencheur pour moi. J'ai voulu partir au Japon. J'adore le snowboard et en fait, j'ai voulu partir aller faire du snowboard au Japon en plein mois de janvier. Bon, c'est un besoin très particulier. J'ai trouvé personne avec qui faire cette expérience-là et j'ai partagé du coup avec des gens localement cette aventure. Mais je m'étais dit que justement, il manquait peut-être quelque chose pour des gens qui avaient mon profil pour partir à l'étranger avec des gens qui partageaient le même besoin et la même envie. Et du coup, vous avez pris votre revanche, vous êtes reparti au Japon grâce à des filles
De copines de voyage. Alors non, je suis partie en Argentine sur 2 destinations, mais C'est pas mal non plus. je continue de voyager. Ouais, voilà. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Alix, donc merci d'avoir été avec nous. Bon courage pour la suite. Merci. On vous retrouve facilement sur Internet, pareil. Copinesdevoyage.com et petittripentrami.com. Voilà, tout simplement. Merci à vous. Merci beaucoup de votre temps et d'être venu avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Merci, Je vous bonne laisse soirée. repartir direction la régie pour accueillir notre dernier invité du jour, monsieur Thierry Massia. Thierry Massia, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes le directeur du Montjoux Festival, un événement qu'on ne présente plus, 22 ans d'existence, un site exceptionnel, une programmation qui l'est encore plus, j'ai envie de dire, et qui monte toutes les années un petit peu d'un niveau. C'est vrai qu'en 98, bon, on l'évoquait hors antenne en préparant cette émission, vous n'étiez pas encore partie de l'équipe, mais en 98, c'était une toute petite famille, c'est quelques spectateurs à peine devant les estivales, comme ça s'appelait à l'époque. Aujourd'hui, alors je disais 14 000 spectateurs attendus cette année. Bah, écoutez, si le temps est avec nous, c'est, on va dire, allez, un peu plus de 15 000 spectateurs, puisque le site accueille 5 700 personnes. Donc, bon, voilà, l'idéal, c'est ça, c'est d'avoir chaque fois plein. On sait que, même si c'est un objectif, c'est toujours compliqué. Le site est un site magnifique au bord du lac Léman, donc dans une espèce de parc magnifique, voilà, le parc de Montjoux, du château. Cette vieille demeure, en fait, qui n'est pas si vieille que ça, qui date du 19e et qui est une belle demeure bourgeoise, comme ça, au bord du lac, avec un pigeonnier, des grands arbres. Et puis, au bord de ce lac, il y a bien 2 scènes qui accueillent nos artistes. Alors c'est vrai que le cadre est quand même assez fantastique. Les gens viennent d'une partie pour ça, mais également pour la programmation, parce que chaque année, il y a des très très grands noms. Encore cette année, Bernard Lavilliers, Louane, les Négresses Vertes, Big Flo et Oli. Comment ça se passe? Parce que j'imagine que c'est des gens qui sont très très demandés, qui plus est en pleine saison des festivals. Il y a 2 choses. La première, c'est que la Maison des Arts du Léman, qui est en fait la structure qui organise ce festival, est en fait une structure qui est connue dans le milieu professionnel. Et le site est particulièrement apprécié par tous les artistes qui, finalement, se passent l'information, c'est le bouche à oreille qui travaille, entre les productions, entre les artistes eux-mêmes, qui disent à Montjoux, il faut y aller parce que c'est génial, parce que c'est un des rares sites de ce type, de cette qualité sur tout l'Hexagone. Et finalement, eux, ils s'y retrouvent, et les spectateurs aussi. Et quand spectateurs et artistes ont plaisir à être là, eh bien écoutez, nous sommes heureux. Ça, ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit quelque chose. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? Que ce soit un artiste qui vienne vous voir en retour en disant c'était génial, ou que ce soit les spectateurs qui vous fassent un retour positif? C'est 2 plaisirs différents. On est content que l'artiste soit heureux d'être là, parce que quand même, parce que lorsqu'il est heureux, eh bien, il rend les spectateurs heureux. Et notre grand plaisir à nous, toute l'équipe de la Maison des Arts, c'est de savoir le spectateur heureux, c'est de savoir que finalement celui qui a pris la peine de se déplacer, d'organiser sa soirée, de dépenser aussi un peu d'argent pour pouvoir y venir, se retrouve satisfait et heureux d'avoir passé un beau moment d'été, en début de vacances parfois, ou tout simplement pour lancer son été. C'est notre objectif, c'est faire en sorte que les gens soient heureux d'être avec leurs amis, finalement dans ce site pour pouvoir passer un bon moment. Parce que c'est un festival aussi, j'ai oublié de le dire, mais un festival qui est familial, où on se retrouve entre amis, parfois entre collègues pour passer un bon moment. Et c'est ce festival que nous aimons produire, puisqu'il s'adresse à tous. Alors ça commence jeudi soir, si je ne dis pas de bêtises, pour 3 jours de concerts non-stop. J'imagine qu'en amont, il y a quasiment une année complète de préparation pour permettre de voir venir et d'anticiper tous ces grands rendez-vous. Il y a une année complète qui se conjugue avec la saison de la Maison des Arts. Vous savez que nous accueillons à peu près 80 spectacles, il y a une programmation qui est lancée avec un abonnement. Et puis, à côté de ça, nous avons ce festival de Montjoux qui, finalement, termine notre année et, quelque part, lance la prochaine. Voilà, c'est une espèce de moment festif, magnifique, qui finit, finalement, notre saison culturelle, mais qui prépare la suivante, parce qu'on a le plaisir de retrouver ces gens que parfois on retrouve tout au long de l'année, et parfois bien d'autres qui viennent nous voir exceptionnellement ou particulièrement pour cet événement. Alors oui, on prépare le Montjoux dès le mois d'octobre, et je dirais qu'on est déjà en train de préparer l'édition suivante, en pensant aux artistes, en pensant à ce qu'on pourrait faire pour améliorer le site. Chaque fois, on essaie de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire mieux, pour faire
en sorte que ce site soit encore plus beau, plus sympa, plus attractif et que les gens s'y retrouvent bien. Voilà. Faire en sorte que les gens se trouvent bien. Vous savez, on a trop de difficultés dans la vie de tous les jours pour qu'on soit, nous, en tant qu'organisateurs de festivals ou d'événements, en train d'organiser de la contrainte. Non, on est là pour que les gens se sentent bien. Et pourtant, on sait qu'il va y avoir des contraintes de sécurité, qu'il va falloir effectivement venir prendre la voiture et venir sur le site. Mais on a essayé de faire en sorte, grâce à des bus gratuits, grâce à l'accueil que nous essayons d'organiser, faire en sorte que les gens se trouvent bien et bien accueillis et heureux d'être là. Alors c'est vrai qu'on le disait il y a quelques minutes, le site se prête très très bien à l'événement. Concrètement, il évolue petit à petit d'année en année. On ne se contente pas de mettre un chapiteau au bord du lac, sous le château, et puis il y a là, si je me permets l'expression. Non, effectivement. On a organisé 2 espaces. Si vous connaissez un peu le site, vous avez d'un côté effectivement le lieu de concert, hein, les deux belles salles, les 2 grandes scènes, et puis un espace commerçant, un espace restauration pour que les gens puissent aller se restaurer, boire un verre entre amis. Et puis on a développé l'année dernière une clairière. Voilà, c'est la première fois qu'on imaginait un espace dans la forêt, quelque chose. Et c'était ce lieu qui est en fait un lieu de convivialité, un lieu entre les arbres, où on se sent bien. C'est un nouveau lieu qu'on a essayé de développer pour faire en sorte que ce site, comme je le disais à l'instant, puisse mieux accueillir les gens, s'y sentent mieux, comme dans une green party de début d'été, vous savez, où on réunit ses amis, on réunit sa famille pour passer un très beau moment, parce que c'est ça que l'on vise, faire en sorte de bien écouter, d'écouter de la bonne musique, prendre plaisir à se retrouver avec d'autres, pour pouvoir partager, rassembler les gens, pour qu'ils aient le plaisir de se retrouver, et ça c'est vraiment notre ambition. Bon, dernière petite question, très rapidement, ça commence jeudi soir, il reste encore des places, au cas où? Alors, il reste des places. Alors, évidemment, des spectacles qui sont plus complets que d'autres, tout au moins plus remplis que d'autres, mais il reste des places pour chaque concert. On vous invite vraiment à y venir, parce que c'est l'occasion finalement de retrouver toutes ces belles vedettes, tous ces grands artistes que l'on aime écouter et réécouter. En tout cas, merci beaucoup Thierry Massiat de nous avoir fait partager votre envie et les étoiles dans les yeux à quelques jours justement de ce beau spectacle. Merci. Je vous laisse repartir direction la régie pour accueillir notre Olivia Boisson nationale pour le rappel des titres qui seront développés dans quelques minutes à peine. C'est sur le coup de 18h30. Et avec toi Olivia, on va parler environnement. Exactement. Alors, comme je le disais au tout début, le plan environnement a été présenté à Annecy hier par Éric Fournier. Donc, c'est Andrea Lupianez et Albin Mouton qui étaient sur place pour nous décrire ce plan dans les plus brefs détails. Et puis, des tours par les rues commerçantes d'Albertville qui font un peu grise mine. Exactement. Alors, nous nous sommes rendus sur place ce matin. On le voit sur ces images, des travaux. Oui, je me suis rendue. On est plusieurs dans ma tête, c'est pour ça. D'accord, non mais super. Il y a des travaux qui vont durer quand même plus d'1 an et les commerçants sont vraiment impactés. L'activité commerciale est très très impactée. Donc je suis allée rencontrer ce matin des commerçants touchés. Eh ben, on a hâte de voir ça. C'est dans quelques minutes. C'est au journal télévisé, présenté donc par Olivia Boisson, avec des sujets d'Olivia Boisson. Ouais, on est un peu comme ça. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Nous, on se retrouve demain. Et puis non, ce sera Sébastien Germain demain à Accès Direct qui prendra ma place. Une fois n'est pas coutume, hein, on fait dans l'autre sens. D'ici là, moi, je vous souhaite une très très belle soirée. Et puis à très vite sur 8 Mont Blanc.